Quand mon frère aîné, Mason, est parti avec ma nouvelle voiture, je n'ai pas dit un mot. Ce n'était pas par peur ou par faiblesse, mais parce qu'il y avait quelque chose de caché dans le coffre qu'il n'aurait jamais imaginé, un petit appareil, silencieux comme une ombre, attendant le bon moment pour révéler sa véritable fonction. Quelques jours plus tard, lorsque la police m'a appelé pour me dire où la voiture avait été retrouvée, l'air autour de moi a semblé gelé. C'est alors que j'ai compris, mon silence n'était pas une omission, mais l'arme la plus puissante que j'aurais pu choisir. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, je tiens à faire une pause pour dire que chaque like, chaque commentaire que vous laissez ici fait toute la différence. Ce sont des histoires comme celle-ci qui révèlent la profondeur des conflits familiaux et la recherche de justice qui me motivent à continuer à partager. Votre soutien n'est pas qu'un chiffre, c'est le carburant qui maintient ces voix vivantes et me donne la force d'avancer. Je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans et j'ai grandi dans une famille où sauver les apparences était plus important que défendre ce qui était juste. Même si, pour cela, il fallait avaler sa propre dignité jusqu'à l'étouffer. Mason, 35 ans, a toujours eu le don de transformer le vol en faveur ou en blague, comme si un sourire désarmant pouvait effacer la cruauté de prendre ce qui ne vous appartient pas. J'avais travaillé 2 ans d'affilée réduisant mes dépenses, renonçant aux vacances, faisant des heures supplémentaires pour acheter cet hybride argenté, rêvant de la liberté que seul un actif durement gagné pouvait m'offrir. Mais, la première semaine où la voiture est arrivée à la maison, avec l'odeur neuve imprégnant toujours les sièges, Mason est apparu avec son air détendu, comme si le monde lui devait quelque chose. Une fois le week-end terminé, la voiture avait disparu, et avec elle, le sentiment de victoire dont je rêvais tant. Au début, j'ai essayé de me convaincre que c'était temporaire, qu'il voulait juste s'exhiber pour une nuit, ou qu'il rendrait la voiture une fois la nouveauté passée. Mais ensuite sont arrivées les photos sur les réseaux sociaux, avec mon bien le plus précieux brillant en arrière-plan comme un trophée. Ensuite, les messages dans le groupe familial, où il appelait cela un « essai routier ». Et soudain, mes parents me regardaient comme si je devais rire de la situation, après tout, c'était Mason étant Mason. Toujours prendre, toujours déformer, toujours s'en sortir. Et n'était-il pas plus facile de sourire que d'y faire face? Mais en moi, un autre silence a commencé à grandir. Non pas le silence de la défaite, mais celui de la stratégie. 2 mois avant d'acheter la voiture, j'avais discrètement installé un traceur GPS dans le coffre. Pas par paranoïa, mais par prudence, un petit geste d'autodéfense dans un monde où les femmes comme moi apprennent très tôt qu'elles doivent se protéger. Maintenant, ce point lumineux sur mon téléphone portable était la seule lueur d'espoir qui m'empêchait de sombrer dans la colère. Je n'ai pas couru chez lui, je n'ai pas crié, je n'ai pas dit à mes parents ce que je savais. J'ouvrais simplement l'application tous les soirs et regardais la trace que ma voiture laissait à travers la ville, pendant que Mason la montrait comme si c'était la sienne. Les places où il se garait ne convenaient pas à une promenade innocente, ou à des courses rapides. Il y avait quelque chose de plus là, quelque chose qui ne cadrait pas avec les excuses boiteuses qu'il donnait si naturellement. Jusqu'à ce qu'une nuit, la tâche s'arrête derrière un hangar de stockage à la périphérie de la ville. Mon estomac se serra, car je réalisais que je n'étais pas la seule personne qu'il trompait. Cela ne se terminerait pas par des excuses embarrassées ou par la restitution des clés. J'étais sur le point de plonger dans quelque chose de beaucoup plus profond et plus sombre que ce que j'aurais pu imaginer quand je l'ai vu prendre le volant pour la première fois, me faisant un signe de la main comme s'il me rendait service. Mason ne s'est pas contenté de voler ma voiture. Il a transformé l'acte en spectacle, publiant des photos appuyées sur le capot comme s'il en était le propriétaire légitime, tandis que des amis levaient leur verre pour célébrer en arrière-plan. Chaque image était comme une gifle aux heures de travail que j'avais consacrées à l'achat de cette voiture. Mes parents voyaient ces posts et soupiraient avec une tendresse lasse, presque en s'excusant, me demandant de ne pas faire d'histoire, que l'harmonie familiale était fragile, que Mason avait toujours été comme ça intense, impulsif alors que j'étais la fille, équilibrée. Mais au lieu de me défendre, ils n'ont fait qu'alimenter l'injustice, justifiant le fils qui m'avait pris quelque chose qui m'appartenait et l'exhibait maintenant comme un exploit. Ce qui m'a le plus blessé n'était pas la voiture elle-même, mais la façon dont il la traitait, comme un jouet jetable, la garant n'importe,
la laissant dans des rues animées où les rayures étaient inévitables, se vantant dans le groupe familial de la façon dont la voiture glissait la nuit. J'ai regardé ces messages, les doigts impatients de répondre avec des mots tranchants, mais je me suis arrêtée. Le silence était ma tactique, mon bouclier. Je savais qu'exploser de colère trop tôt ne ferait que brûler les preuves que j'avais rassemblées, mois après mois, à travers ce point brillant sur l'écran. Plus j'observais les mouvements de la voiture, plus elle devenait inconfortable. Mason ne conduisait pas seulement, il fréquentait des lieux suspects, ateliers clandestins, ruelles sombres, haltes nocturnes à proximité d'entrepôts qui ne correspondaient pas à l'histoire d'une balade insouciante. Il ne lui a pas fallu longtemps pour dépasser toutes les limites, me demandant de l'argent pour faire le plein de la voiture, comme si le véhicule était encore le mien sur le papier, mais le sien en pratique. Il parlait avec la confiance de quelqu'un qui a toujours trouvé le moyen de me sucer la sueur. Le ton était ni plaisantant, ni exigeant, et j'ai failli rire aux éclats devant l'absurdité de la situation. Pour d'autres, cela pouvait ressembler à une blague entre frères, mais pour moi, c'était une preuve supplémentaire que Mason n'avait pas de limites, ne respectait pas mes sacrifices et ne rendrait pas ce qui m'appartenait à moins que cela ne cesse de servir son ego. J'avais envie de crier, de le ramener de force à la réalité. Mais au lieu de cela, je me suis mordu la langue et j'ai rouvert l'application, m'accrochant à ma patience. Chacun de ces mouvements insouciants était un nez qui se resserrait autour de lui, une autre pièce d'un puzzle qui, une fois assemblée, allait tout changer. Jusqu'à ce qu'une nuit, alors que je regardais l'écran lumineux, le petit point s'est arrêté derrière un entrepôt à la périphérie de la ville. Un frisson me parcourut le dos, car il ne s'agissait plus d'une simple irresponsabilité. C'était intentionnel. Mon cœur se serra en imaginant ma voiture démontée, échangée ou abandonnée pour toujours. Mais au lieu de me briser, cette idée a allumé un feu en moi. J'ai réalisé que je n'étais pas impuissant. À chaque kilomètre parcouru, à chaque arrêt effectué, Mason écrivait sa propre confession en temps réel. Et tout ce que j'avais à faire était de relier les lignes jusqu'à ce que l'histoire devienne indéniable. J'ai fermé l'application, j'ai resserré la couverture et je me suis souvenu, parfois, le silence crie plus fort que n'importe quelle confrontation. Et quand le moment est venu, le son d'une playlist générique essayant de dissimuler l'odeur du désespoir pour la pertinence. Mason se tenait au centre de la pièce, tenant un verre de whisky comme un sceptre, son rire trop fort, son ton trop condescendant pour quelqu'un qui, en fait, se vautrait dans sa propre tromperie. Je l'ai observé un moment avant que ses yeux ne rencontrent les miens et là, pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui auparavant, un éclair d'incertitude. N'ayez pas peur, pas encore. Mais l'ombre d'un doute, comme si une partie de lui savait que, cette nuit-là, les règles du jeu avaient changé sans qu'il ait reçu le mémo. Bien sûr, il s'est rétabli rapidement. Un large sourire, un signe de la main exagéré, le même spectacle que toujours. Regardez qui a décidé de se montrer, sa voix emplie de ce photon de camaraderie, comme si ma présence était une agréable surprise et non la conséquence inévitable de ses choix. Je n'ai pas souri en retour. Ce n'était pas nécessaire. Parce que, pour la première fois, je n'étais pas là pour jouer le rôle d'une sœur compréhensive ou d'une victime silencieuse. J'étais là en tant que témoin. Et les témoins n'ont pas besoin de répliques, ils ont juste besoin de mémoire. Rachel me serra discrètement le bras, me rappelant que nous étions dans la même équipe. Tu n'es pas obligé de rester ici, murmura-t-elle, mais j'ai secoué la tête. Il ne s'agissait pas de rester. Il s'agissait de voir. Voyez les regards échangés entre Mason et un homme en costume mal ajusté, qui tenait une liasse de papier comme s'il s'agissait de contrats légitimes. Voyez la façon dont Mason a fait un geste vers la porte d'entrée, où, à travers la fenêtre, je pouvais distinguer le contour familier de ma voiture garée, maintenant avec un autocollant, à vendre, collé sur le pare-brise comme un trophée. Voyez surtout avec quelle arrogance il pensait pouvoir transformer un vol en transaction, comme si le monde était aussi aveugle que lui. C'est alors que j'ai remarqué le détail qui m'a fait tourner le ventre, les clés. Pas ceux qui se trouvaient dans ma voiture, ceux-là, je le savais, qu'il gardait comme un sale secret. Mais un trousseau de clés sur la table basse, à côté d'un téléphone portable dont l'écran affiche une conversation ouverte. Une conversation que, même de loin,
j'ai reconnu au ton, la propriétaire d'origine ne posera aucun problème, croyez-moi. Elle ne sait même pas où se trouve la voiture. Cette phrase résonnait dans ma tête comme un coup de feu. Il ne s'agissait pas seulement de la voiture. Il s'agissait de moi. À propos de la façon dont il m'a tellement sous-estimé qu'il ne pouvait même pas prendre la peine de mentir de manière créative. Noah, toujours le plus observateur de nous trois, se pencha et murmura, « Tu veux qu'on prenne des photos? Ou, autre chose ?» Sa voix était calme, mais ses yeux brillaient de la même fureur contenue que moi. J'ai pris une profonde inspiration. Non. Pas encore. Parce que les photos pourraient être supprimées, refusées, déformées. Mais ce dont j'avais besoin, c'était de quelque chose que Mason ne pouvait pas effacer, la parole des étrangers. Des témoins qui n'avaient aucune raison de mentir. C'est alors que j'ai décidé de m'approcher du groupe à côté de la table du snack, où deux hommes parlaient à voix basse, l'un d'eux désignant son téléphone portable avec une expression qui oscille entre scepticisme et cupidité. « C'est Mason, n'est-ce pas ?» ai-je demandé en désignant mon frère d'un geste désinvolte, comme s'il s'agissait d'une curiosité passagère. Le plus âgé des deux, un homme avec des sourcils épais et une montre qui criait « Argent facile », m'a regardé de haut en bas avant de répondre « Ouais. » Il dit qu'il possède beaucoup de choses. Mais pour être honnête, madame, cette paperasse ici pue. L'autre rit nerveusement. Ouais, mais si ça marche, on fera du profit, non? Je n'eus pas besoin de forcer le sourire qui se forma sur mes lèvres. C'était authentique, froid et triomphant. Car là, au milieu des rires gênés et des gobelets en plastique, je venais de recevoir le cadeau que Mason n'avait jamais eu l'intention de m'offrir, la preuve. Non pas la preuve fragile d'une empreinte digitale ou d'une intuition, mais la confession spontanée d'hommes qui, sans le savoir, creusaient leur propre tombe à côté de la sienne. Quand nous sommes partis, la nuit était plus froide, mais je me sentais plus légère. Parce que pour la première fois, Mason n'était plus un fantôme que je poursuivais, il était une cible. Et les cibles, contrairement aux frères traîtres, ont une faiblesse, elles ne voient la cible que lorsqu'il est trop tard. La musique palpitait faiblement, noyée par le murmure des voix qui tentaient de cacher leur embarras par des rires forcés. Je gardais le sourire collé à mon visage, mes doigts agrippant le verre d'eau comme si c'était la seule encre dans cette tempête d'hypocrisie. Mais chaque fois que mes yeux croisaient la lueur argentée de ma voiture à travers la vitre avec de fausses plaques d'immatriculation temporaire, comme une cicatrice à peine dissimulée, une vague de fureur brûlait sous mon masque d'indifférence. Et puis il est apparu. Mason, avec ce pas arrogant de quelqu'un qui croit que le monde est un décor rien que pour lui. Son sourire était trop large, ses dents trop blanches, ses mots empreints du même mélange toxique de charme et de dédain qu'il utilisait toujours pour me rabaisser. « Voici, ma petite sœur arrive », annonça-t-il, comme si je devais me sentir honoré d'être là, comme s'il n'avait pas volé ce qui était à moi et n'en avait pas fait un trophée pour sa galerie de vaines conquêtes. Son ton condescendant m'a gratté la peau, mais j'ai ri un rire poli et calculé en prenant en compte chaque détail que, dans son arrogance, il avait laissé échapper. Les murmures dans la salle ne sont pas passés inaperçus. Regard furtif en direction de la voiture. Des commentaires désinvoltes sur les « affaires » qui ressemblaient plus à des excuses répétées qu'à des transactions réelles. Chaque mot, chaque geste était un fil lâche que je reprenais avec une précision chirurgicale, tissant un filet qui, tôt ou tard, se refermerait autour de lui. L'ironie de la situation était presque comique, tandis que Mason se lissait comme un roi sans couronne, ses amis luttaient pour s'accrocher aux gobelets en plastique qui volaient au vent sur le porche. Mes amis échangèrent des regards qui disaient tout, ce n'était pas un empire, c'était un cirque. Et Mason, le clown qui n'a pas réalisé que le ring était déjà en feu. J'ai ri doucement, non pas parce que je trouvais ça drôle, mais parce que l'humour était mon armure. Je lui ai laissé croire qu'il m'impressionnait. Qui pensait m'avoir entraîné dans son monde d'illusions, où les règles étaient écrites à l'encre invisible et où la loyauté se mesurait à la taille de l'ego. Mais pendant qu'il se noyait dans sa propre performance, je rassemblais des preuves qu'il avait lui-même dispersées comme des miettes de pain, convaincu que personne ne donnerait suite. Jusqu'au moment où le terrain semblait s'être ouvert. Penché près de la porte, faisant semblant de vérifier les messages, un homme que je n'avais jamais vu s'est approché,
la voix basse, les yeux fixés sur ma voiture. Mason connaît un gars qui fait les documents des voitures neuves, pour un prix, murmura-t-il, comme s'il partageait un secret. Mais ce n'était pas un secret. C'était un aveu. Et la façon dont il l'a dit m'a retourné l'estomac, car il ne s'agissait plus d'une sortie irresponsable ou d'une démonstration enfantine. C'était quelque chose d'organisé. Volontaire. Un rouage bien plus gros que ce que j'imaginais, et ma voiture n'était qu'une pièce dans ce sale jeu. J'ai hoché la tête comme si ces mots n'avaient aucun poids, comme s'il s'agissait simplement d'une rumeur sans importance. Mais à l'intérieur, mon cœur battait si fort que je n'entendais presque pas la musique. Mason se pensait intouchable, protégé par le rire et la vaine bravade. Il ne savait pas qu'à chaque mot qu'il prononçait, à chaque mouvement imprudent, le piège se refermait un peu plus. Je n'avais pas besoin de le confronter ce soir-là. Je n'avais pas besoin d'élever la voix ni de montrer mes griffes. Attendez. Observez. Laissez sa propre arrogance creuser la tranchée où il tomberait lui-même. Et tombé, il est tombé. Après cette nuit au bord du lac, son audace n'a fait que croître, comme si chaque crime impuni était une invitation à plonger plus profondément dans les abysses. J'ai suivi la trace GPS, et voilà, ma voiture, désormais annoncée sur un site de vente, sous un faux nom, les photos retouchées pour cacher des détails, mais pas assez pour effacer la courbe du capot ou cette petite égratignure sur le pare-choc, une marque que j'avais moi-même faite lorsque j'avais appris à me garer en créneau. Voir ma voiture exposée comme si elle n'avait jamais été la mienne m'a fait mal comme un coup de poing dans la poitrine. Mais cette douleur était aussi un signe, Mason ne voulait plus simplement jouer le rôle de propriétaire. Je voulais effacer mon existence, transformer ma sueur, mes économies, mon histoire en rien de plus qu'un numéro dans son jeu malade. Et puis sont arrivées les pressions. Ma mère m'a appelé tard dans la nuit, la voix tremblante, me suppliant de ne pas gâcher Thanksgiving avec d'autres conflits. Laisse Mason régler les choses, a-t-il dit, comme si vendre ma voiture sous un faux nom était quelque chose qui pouvait être réglé avec un sourire maladroit et un « désolé, petite sœur ». Ces paroles sont profondes, non pas à cause de la douleur, mais à cause de la naïveté. Elle croyait toujours que le silence pouvait guérir ce qui était déjà pourri. Mais je l'avais déjà appris, le silence n'était plus un refuge. C'était une stratégie. À chaque seconde où je restais calme, Mason me tendait une autre arme sans même m'en rendre compte. Jusqu'à ce que survienne la découverte qui me glaça le sang. Le GPS a montré ma voiture garée près d'un banc dans un centre commercial. Et lorsque j'ai vérifié plus tard, il manquait une ancienne carte d'assurance dans mon dossier dans la boîte à gants. L'idée que Mason utilise mes documents, mon identité pour quelque chose de bien pire qu'un simple vol m'a rempli d'un dégoût si profond que l'espace d'un instant j'ai senti le sol vaciller. Il ne s'agissait plus de la voiture. Il s'agissait de lui envahissant ce qui était à moi, mon nom, ma sécurité, ma vie. Et cette prise de conscience ne m'a pas fait peur. Cela a transformé quelque chose en moi en acier. Il n'était plus possible d'attendre que la justice arrive seule. Il était temps de m'assurer que je ne serais pas la prochaine victime de ses choix. J'ai tout rassemblé, empreintes, données GPS, publicité, preuves de documents manquants. J'ai tout remis au détective Ramirez, le même homme qui écoutait mes rapports en silence, sans jugement. J'ai parlé d'une voix ferme, sans haine, juste avec la précision de quelqu'un qui sait que les faits sont plus forts que n'importe quelle excuse. Ils m'ont demandé d'attendre. J'ai attendu. Mais mon cœur battait à un rythme qui était à la fois d'anxiété et d'anticipation. Jusqu'à ce que cette nuit-là, mon téléphone portable éclaire le plafond de ma chambre avec une alerte GPS. Mason était reparti avec la voiture. Et cette fois, le point clignotant s'est arrêté à la banque même où mes documents avaient disparu. Ma respiration s'est arrêtée. Quelques secondes plus tard, le téléphone sonna. La police exposée. Lorsque j'ai répondu, la voix de Ramirez était directe, ma voiture n'était plus seulement un véhicule volé. Il s'agissait d'un élément clé d'une enquête beaucoup plus vaste, un réseau de fraude, de voitures disparues et jamais revenues. Mason ne m'avait pas seulement trahi. Il m'avait entraîné au centre d'un feu qui pourrait me brûler. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille, écoutant chaque mot comme s'il s'agissait d'une phrase.
Ramirez m'a demandé si je pouvais lui donner accès au GPS en temps réel. Oui, répondis-je sans hésitation. Mes doigts tremblaient légèrement lorsque je partageais les informations d'identification, sachant que ce point lumineux sur l'écran ne suivait pas seulement une voiture. Il écrivait la fin d'une histoire que Mason pensait contrôler. Et pour la première fois, j'ai ressenti un calme étrange. Ce n'était pas un triomphe. C'était la certitude que, sans le savoir, Mason m'avait donné le pouvoir de l'abattre la nuit où il avait ri et s'était enfui avec ce qui m'appartenait. La voix de l'agent s'est accentuée lorsqu'il a mentionné que le véhicule avait été repéré à proximité de cette banque en lien avec une activité financière suspecte. J'ai pris une profonde inspiration. Pas par soulagement, mais parce que j'ai enfin vu l'ensemble du tableau. Mason n'était plus un fantôme. C'était un homme aux mains sales et la justice n'aime pas les empreintes digitales. Suivi pour la dernière fois, le petit point clignotant sur l'écran n'était plus un mystère à déchiffrer. C'était une phrase. Mason restait debout depuis des heures sur le parking d'un motel en bordure de route, le genre d'endroit qui ne demande pas de nom, prend seulement de l'argent et oublie les visages. L'adresse m'a glacé les veines, non pas à cause de ce qu'elle confirmait, mais à cause de ce qu'elle révélait. Il ne courait pas. J'attendais. Et les hommes comme Mason n'attendent que lorsqu'ils n'ont pas d'autre issue. J'ai éteint le téléphone et appuyé ma tête contre le volant, sentant le poids de ces secondes s'écouler comme du sable dans un sablier. Ce n'était pas la peur. C'était la clarté cruelle de quelqu'un qui voit enfin l'abîme qui était toujours là, déguisé en ombre. Mason n'était pas un tricheur malchanceux. C'était un prédateur avec ses griffes coincées dans son propre piège, et j'en avais la clé. Lorsque le soleil s'est levé, j'ai envoyé un texto au détective Ramirez pour lui indiquer l'emplacement exact, 3 mots secs, il est là. Il n'y a pas eu de réponse immédiate, mais ce n'était pas nécessaire. Certaines choses, lorsqu'elles s'effondrent, ne font pas de bruit. Ils cessent simplement d'exister tels qu'ils étaient. Quelques heures plus tard, alors que le café chauffait dans la tasse que je ne portais pas à la bouche, la notification arriva, opération en cours. Veuillez attendre le contact. Je n'ai pas poussé un soupir de soulagement. J'ai pris une brève inspiration. Car pour la première fois, le nom Mason ne serait pas synonyme d'impunité. Ce serait le début d'un processus, d'un enregistrement, de quelque chose qui ne pourrait plus être effacé par un sourire ou une excuse répétée. Et quand le téléphone sonna à nouveau, ce n'était pas le détective. C'était ma mère, sa voix tremblante à l'autre bout du fil me demandant si j'avais des nouvelles de mon frère. Il ne répond pas à ses appels et son père est inquiet. J'ai fermé les yeux, non pas à cause du mensonge que je devrais dire, mais à cause de la vérité que je ne pouvais pas, je ne sais rien non plus, répondis-je, et la phrase me blessa comme un couteau car, pour la première fois, c'était un mensonge. Mais certaines vérités sont comme des grenades. On ne les lance pas sans calculer les dégâts. J'avais déjà vu suffisamment de dégâts. Quand ma porte a frappé ce soir-là, ce n'est pas Mason qui est entré. C'était le silence. Un silence si dense qu'il avait presque une forme, comme si l'air savait que quelque chose avait été arraché au monde et ne reviendrait jamais à sa place. J'étais assis à la table de la cuisine, regardant mon téléphone portable mort, sachant que quelque part, à ce moment précis, mon frère était en train de découvrir que les lois ne se plient pas aux noms de famille ou aux histoires bien racontées. Et pour la première fois, je ne me suis pas sentie désolée. J'ai ressenti quelque chose de plus profond, de plus tranchant, la certitude que, parfois, la justice n'est pas un trophée. C'est une cicatrice. J'étais prêt à porter le mien. Le point lumineux du traceur pulsa à nouveau, glissant cette fois vers un quartier résidentiel silencieux, où les maisons s'alignaient comme des témoins muets d'une issue inévitable. J'ai eu le souffle coupé lorsque j'ai réalisé que la police suivait déjà chaque mouvement en temps réel, attendant le moment précis pour agir. Ce cercle lumineux sur l'écran de mon téléphone ne montrait plus seulement le chemin de Mason, c'était l'horloge d'un destin qu'il s'était fixé. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti le nœud dans ma poitrine se desserrer, aussi léger que le soulagement que l'on ressent lorsque la tempête éclate enfin. Chaque kilomètre parcouru le rapprochait de la vérité qu'il avait passé toute sa vie à fuir. C'est un dimanche après-midi, sous la lumière dorée qui filtrait à travers les vitrines d'un petit restaurant en bordure de la ville, que la fragile bulle éclata.
Ma famille s'était réunie pour un déjeuner, le genre de repas où le tintement des couverts et le murmure des conversations m'enveloppaient comme une couverture de normalité. Mason est arrivé en retard, comme toujours, se glissant sur sa chaise avec ce sourire arrogant, racontant des histoires sur des entreprises fictives pendant que mes parents écoutaient, à moitié fiers, à moitié épuisés. Je restais silencieux, les doigts joints avec le verre d'eau, l'esprit lourd de ce que je savais. Jusqu'à ce que mon téléphone portable vibre. Le nom du détective Ramirez apparut sur l'écran. J'ai répondu à voix basse, et quand j'ai levé les yeux, toute la table était devenue silencieuse, comme si l'air avait été aspiré hors de la pièce. Quelque chose sur mon visage, une immobilité qui n'avait pas besoin de mots avait déjà tout révélé avant que j'ouvre la bouche. « Votre plainte a été exécutée, dit-elle d'une voix ferme, tranchante comme une lame. Nous avons récupéré la voiture. L'ordre de recherche est en cours. » Je l'ai remercié, j'ai raccroché et quand je me suis retournée vers la table, le temps semblait s'être arrêté. Mes parents me regardent, les fourchettes suspendues en l'air, le sourire de Mason, pour la première fois depuis des années, trembla sur ses lèvres, comme s'il sentait les murs se refermer. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait d'histoire. Je viens de dire, avec un calme qui faisait plus mal que n'importe quel cri. J'ai suivi toutes les étapes. J'ai suivi ma voiture. J'ai présenté chaque document. Maintenant, les autorités font ce que je ne pouvais pas faire. Mes paroles n'étaient pas fâchées. Ils étaient précis. C'était cette exactitude, ce silence mesuré, qui coupait plus profondément que n'importe quelle explosion. C'est alors que, comme dans un scénario écrit par des mains invisibles, le bruit rauque d'un cri brisa le silence extérieur. Nous nous sommes tous tournés vers la fenêtre et avons vu mon hybride argenté être remorqué, les fausses plaques d'immatriculation pendantes de travers, le voleur qui s'était autrefois vanté de son impunité maintenant assis à la table, le visage brûlant. La scène était surréaliste, presque trop ironique pour être réelle. Et à ce moment-là, aucune réprimande, aucun cri, aucune confrontation dramatique n'aurait été plus éloquente. L'empire de charme de Mason s'est effondré là, devant la famille, les étrangers, tous ceux qui regardaient par la fenêtre. Il se tortilla, essayant de trouver ses mots, mais la vérité avait déjà parlé pour lui. Son téléphone portable vibrait avec insistance sur la table, chaque notification étant un autre clou dans le cercueil de son arrogance. Jusqu'à ce qu'il se lève finalement en marmonnant quelque chose à propos de « prendre l'air » et parte sans se retourner. Le silence qui suivit fut dense. Mes parents, mal à l'aise, tiraillaient entre leur amour pour leur fils et la preuve irréfutable de ce qu'il avait fait. Je suis resté immobile, ni triomphant, ni victorieux, juste ferme. Pendant des années, on m'a dit que garder le silence était une faiblesse, que parler briserait la famille. Mais ce n'est pas le cri qui a rendu justice ce jour-là. C'était une persévérance tranquille. Celui qui ne demande pas d'attention. Celui qui laisse passer la vérité par la fenêtre, visible de tous. Les jours qui ont suivi ce déjeuner ont été étrangement silencieux, comme si le bruit dont Mason remplissait nos vies avait été complètement éteint. J'ai récupéré ma voiture dans la cour de l'entrepôt, où la police l'avait gardée en sécurité. Voir les pneus rayés, les fausses plaques d'immatriculation suspendues comme un trophée de leur malhonnêteté, me faisait mal mais plus que de la douleur, j'ai ressenti du soulagement. J'ai fouillé chaque recoin, j'ai vérifié les documents manquants, constaté les dégâts, comblé les lacunes qu'il avait laissées ouvertes. J'ai rempli des formulaires d'assurance, émis des alertes à la fraude, gelé les comptes sur lesquels vos empreintes digitales auraient pu être laissées. C'était un travail détaillé, presque bureaucratique, mais chaque étape était un acte de reprise, pas seulement de la voiture, mais du contrôle de ma propre vie. Et à chaque case cochée, je me sentais plus stable, comme si je reconstruisais les fondations de quelque chose qu'il avait tenté de démolir. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est la transformation qui s'est produite en moi lorsque, pour la première fois, j'ai tracé de véritables limites. J'ai dit à mes parents que je ne discuterais plus de la situation de Mason, que j'avais fait le nécessaire et qu'à partir de ce moment-là, je me suis concentrée sur moi-même. Ils me regardaient avec des yeux baissés, partagés entre honte et déception. Mais cette fois, je n'ai pas cédé. Pendant longtemps, j'ai été la sœur tranquille,
la pacificatrice, celle qui a apaisé les ravages de Mason. Maintenant, j'ai compris que la paix bâtie sur le silence n'est pas la paix, elle attend simplement la prochaine explosion. En m'éloignant, je n'abandonnais pas ma famille. Je me protégeais enfin du cycle qui m'aspirait depuis des années. Il y a cependant eu un moment qui a mis ma détermination à l'épreuve. Ma mère m'a appelé un soir, d'une voix plus douce que d'habitude, me demandant de promettre au moins de pardonner à Mason un jour. J'ai fermé les yeux, j'ai serré fermement le téléphone et j'ai répondu, avec une douceur qui était aussi ferme. Le pardon n'est plus de ma responsabilité. À lui de reconstruire ce qu'il a détruit. Les mots semblaient étranges sortir de ma bouche, mais aussi puissants, comme si j'avais enfin brisé une chaîne que je portais depuis que je suis enfant. Ce n'était pas de la cruauté. Ce n'était pas de l'amertume. C'était la clarté et cette clarté, j'ai découvert, était une force que je n'avais jamais soupçonnée. Ma mère a soupiré et même si je savais qu'elle était blessée, j'ai aussi réalisé que, pour la première fois, elle m'avait vraiment écoutée. Et au milieu de ce changement, j'ai ressenti de la gratitude envers ceux qui m'avaient silencieusement soutenu. Alors je veux m'arrêter un instant et dire à celui qui m'écoute, si ma calme persistance, ma patience, ma capacité à tenir bon face au chaos familial vous ont donné de la force dans vos propres combats, votre like, votre commentaire ou votre abonnement signifie plus que vous ne le pensez. Ce n'est pas qu'un clic. C'est une façon de me dire que ces histoires comptent, que la hauteur compte, que la gentillesse avec des limites n'est pas une faiblesse, mais un pouvoir. Avec votre soutien, j'avance. Et ensemble, nous prouvons que même la voix la plus douce peut tout changer. Lorsque les derniers documents ont été signés et que la voiture était officiellement de nouveau à mon nom, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. La situation de Mason s'aggravait chaque semaine, appels d'avocats, chuchotements dans le quartier, gens qui l'admiraient autrefois l'évitaient désormais. Je ne me suis pas réjouie. Je n'ai pas dansé sur les cendres de ta fierté. J'ai juste regardé, à distance calme, l'homme que je pensais pouvoir éliminer sans conséquence découvrir, pour la première fois, le poids de la responsabilité. Le silence que j'ai choisi dès le début est devenu l'épreuve la plus élevée de toutes. Et aucune bavardage ni aucun sourire suffisant ne pourrait effacer la vérité écrite à la suite de sa propre arrogance. Pour moi, la vie a commencé à s'installer dans quelque chose de plus stable, presque lumineux. J'ai de nouveau conduit mon hybride, en le nommant Quiet Thunder, parce que cela me rappelait que la vraie puissance n'a pas besoin de crier. Il se déplace avec douceur, sans relâche, et pourtant il fait trembler la terre sous ses pieds. J'ai repris mes routines avec une force dont je ne soupçonnais même pas l'existence en moi. Non plus la fille qui a appris à avaler sa propre voix pour maintenir la paix des autres, mais une femme qui a compris, la paix sans limite n'est pas la paix, c'est l'abandon. Mes parents, petit à petit et avec la douleur que seule la vérité apporte, ont commencé à voir. Ma mère, un soir, s'est excusée d'une voix brisée, avouant qu'elle avait eu tort de me demander de tout enterrer pour Mason. Cela n'a pas effacé des années d'excuses boiteuses, mais c'était un pas le premier véritable et je l'ai accepté avec une gratitude silencieuse. La chute de Mason avait un goût amer d'ironie. Il a tout perdu exactement comme il l'avait pris aux autres, sa fierté, sa réputation, la foule d'admirateurs qui le suivaient comme des ombres. Il est resté seul, noyé dans le même silence qu'il se moquait autrefois de moi parce que je le gardais. C'était la plus pure justice, car je n'avais pas besoin de le détruire. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas battue, je n'ai pas joué à ton sale jeu. Je suis resté ferme, j'ai tenu la ligne et je l'ai laissé tomber dans le piège qu'il avait construit de ses propres mains. Poétique. Presque cosmique. Et même si cela faisait mal de voir mon frère s'effondrer, cela faisait encore plus mal d'imaginer à quel point cela aurait pu être pire si je ne m'étais pas fait confiance dès le début. La leçon, en fin de compte, était cruellement simple, ne confondez pas gentillesse et faiblesse. La gentillesse envers les limites est la force la plus indestructible qui soit. Et le silence, lorsqu'il est choisi délibérément, résonne plus fort que n'importe quel cri. Je vis différemment maintenant. Plus léger. Plus fort. Plus serein. Je ne porte pas d'amertume, mais une clarté qui éclaire chaque choix. Et chaque fois que je monte dans ma voiture et que j'entends le doux rugissement du moteur,
je souris. Parce que n'est pas seulement celui de la machine en mouvement. C'est un rappel que je me suis battue sans élever la voix, que j'ai laissé la vérité parler pour moi et que la justice, en son temps, arrive toujours. Si cette histoire a résonné en vous comme en moi, je veux savoir, qu'est-ce qu'elle a réveillé? Laissez votre commentaire, dites-nous ce que vous avez ressenti. Appuyez sur j'aime si vous pensez que la justice, tôt ou tard, trouvera son chemin. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire, car ce sont des voix comme la vôtre qui font vivre ces histoires.